Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je reçois à Genève Anatoly Livry. Anatoly Livry, привет. Привет. Bonjour, bienvenue à Genève. Merci. Alors, monsieur Livry, docteur Livry, je devrais dire, pourquoi est-ce que je vais avoir des problèmes à vous interviewer? C'est sûr qu'on va vous appeler tout de suite, et va faire les pressions sur vous pour que cette vidéo soit supprimée, pour qu'elle ne paraisse jamais. Bon, effectivement, pour commencer à dire les choses sérieuses, tout de suite. Effectivement, qu'est-ce qui m'a incité à venir donner cette interview? C'est mes analyses de la crise qui secoue l'Europe, crises qui sont assez visibles en France actuelle. On m'envoie constamment des paris de vidéos où des gens pleurent leur fin de mois. Ça commence le 10 ou le 11 du mois, le frigo est vide et effectivement on attend une solution. On attend une solution par une action violente, on attend une solution par les négociations éventuelles, mais je pense, et c'est pour ça que peut-être que je suis aussi détesté, également dans le milieu de la droite nationale, c'est que j'estime qu'aucune solution finalement n'est possible à cette crise. Le problème est que les esprits sont totalement verrouillés. On accuse souvent cette révolution de couleur qui est le mai 68 d'avoir produit un désastre systémique en France, en Europe et en tout Occident blanc, si je puis dire. Eh bien, je pense que cela a commencé bien avant, c'est-à-dire à l'issue de l'événement qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il y a une grande guerre qui a commencé de facto en Europe en 1870, en 1870, comme on dit ici, et qui ne s'est jamais terminée. Mais la rupture de la fin de la Seconde Guerre est devenue tellement puissante que c'est à ce moment-là qu'on a fait une révolution, peut-on dire, un putsch spirituel. Depuis, on a élevé 3 voire 4 générations de professeurs universitaires en Occident, en France, lesquels sont à plusieurs vagues sont montés jusqu'à l'Institut de France. Et ce qui fait en sorte que c'est ce qui se présente comme défenseur du savoir, de l'académisme pur, qui ont élevé, c'est eux qui ont élevé des générations des électeurs de Macron et d'autres présidents, comme on disait à l'époque de la fin de Joseph Staline, cosmopolite. Souvent à droite, car je discute souvent avec les gens de droite, on éprouve un rêve un rêve peut-être messianique, puis-je dire, que quelque part il existerait des gens, des grands esprits qui ont malheureusement tout simplement du mal à s'exprimer. Ce serait des professeurs de droite, des membres de l'Académie française. Et si ils avaient le pouvoir, au moins la liberté, la parcelle de liberté de s'exprimer, eh bien les choses iront autrement. Et c'est là que je joue le Cassandre. Cela n'est pas possible. Parce que
une forme de post-trotskisme, totalement déchu de Trotsky. Peut-être que le dernier homme politique français qui avait étudié sérieusement Trotsky, c'était Lionel Jospin, qui m'avait naturalisé en France. Merci. Non, on est les coquilles trotskisantes vides en France. Et on trouve ce porteur du vide trotskiste qui est une forme de messianisme de mes ancêtres juifs que j'ai rejeté de mon côté, partout. L'univers spirituel français est totalement verrouillé. Il est verrouillé de façon administrative, de façon pénale, mais également pour seulement pouvoir monter à un certain niveau, obtenir le titre de maître de conférence, obtenir le titre de professeur universitaire, il faut pactiser avec la pire vermine qui soit. Et non seulement que vous pactisez avec cette vermine, mais on vous sert également les gamelles. Donc, vous savez comment on dresse les gens, même les esprits les plus rebelles, arrêtent peu à peu leur contre-révolution, s'adoucissent. Et une fois arrivé à un certain professorat, je sais pas, un professeur universitaire, ça gagne un peu comme une caissière de micro en Suisse, après avoir payé des impôts, bien sûr, eh bien, c'est déjà considérable. En France, on ne veut pas le perdre. On est fonctionnaire. Et on s'était... vous savez, à la fin de l'Union soviétique, un personnage comme Festo actuellement en Russie, actuellement même, M. Solzhenitsyn, il a écrit une œuvre bien connue où il avait appelé, au moins comme il écrivait, 500 grands esprits soviétiques, des professeurs, des académiciens, de se prononcer ouvertement contre le système et, disait-il, le mal de ce système post-stalinien s'effondrera tout seul. Il n'y avait personne. C'est naïf, effectivement, c'est naïf pour une personne, pour quelqu'un qui a fait des années de camp. Alors, justement, ce rapport à l'Union soviétique est très intéressant, puisque pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes arrivé à l'Ouest à l'époque où l'Union soviétique existait toujours, en tant que réfugié politique, donc dissident. Et vous avez ensuite, bien sûr, vous êtes devenu un docteur de philosophie. De littérature comparée. Littérature comparée. Et vous avez beaucoup étudié, on a parlé de philosophie allemande tout à l'heure, et vous avez maintenant, après 30 ans en Occident, pu comparer la période de décrépitude, de déclin et de chute de l'Union soviétique avec la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Occident. Est-ce que vous voyez des parallèles, des points communs, des situations qui sont pires que d'autres ? Et justement, comment vous voyez ce que moi j'appelle l'effondrement économique dans mes livres arriver ou peut-être ne pas arriver ici en Occident ? Effectivement, je persiste et signe que l'effondrement se fait d'abord dans les esprits. Effectivement, plus tard, le frigo vide va suivre, mais avant que votre frigo, car je pense que cette vidéo on verra plus en France, en Belgique, c'est-à-dire les pays qui souffrent peut-être pas ici.
avant que le frigo soit vide, il faut qu'on commette l'acte de Selbsthass, la détestation de soi-même, à plusieurs reprises. Une haute détestation raciale, effectivement, qu'on a inculquée aux Blancs de la France, de Belgique. En fait, je parle seulement de pays que je connais bien. Comment vous dire, je fréquente par exemple, souvent je fais mes études chez moi, j'analyse les théories et par la suite je vais au contact des gens, je rencontre ces gens. Et donc je fréquente des personnes qui, disons, des blancs français, actuellement, ils vivent dans le nord, par exemple, de la France. Ils n'en peuvent plus de leur pauvreté. Ils ne peuvent plus d'être agressés ou sentir, par exemple, leurs filles sur le point d'être violées par ce qu'ils ont écrit. Ils clament leur mécontentement par des paroles que je n'utiliserai pas ici. Mais c'est maintenant que leur frigo est vide. C'est maintenant qu'ils ont peur. Ces personnes sont souvent 2 fois plus vieux que moi. C'est-à-dire, pendant plus de 60 ans, ils ont été appelés aux urnes en France. Ils ont voté. Et chaque fois, ils ont voté, poussés par leurs sentiments, critiqués par Nietzsche depuis die Geburt der Tragödie, par l'envie, par ce sentiment de justice, effectivement, le plus élevé chez les Indo-Européens, comme l'avait remarqué le futur chancelier allemand dans son livre qu'il avait dicté en 1924. Mais le résultat était que chaque fois qu'ils ont été appelés aux urnes, ils avaient cette liberté de se pencher vers la bête immonde. Non, ils votaient pour des communistes trotskistes, pour des socialistes trotskisants, et en avril-mai 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen, qui n'avait aucune possibilité de passer eux-mêmes, ils ont sorti pour manifester contre le fasciste qui arrive au pouvoir. C'est eux qui ont crié il y a 16 ans, bientôt 17 ans, plutôt voleur que facho, non, plutôt escroc que facho, quelque chose comme ça. C'est eux qui ont traîné leurs filles qui risquent actuellement le viol avec eux. C'est eux qui se sont déplacés jusqu'à Paris pour manifester leur courage civique. Vous savez, un jour, il faut payer. Mais je pense sincèrement que c'est n'est pas les professeurs post-68 qui sont responsables de ça. C'est un problème de déclin anthropologique qui se manifestait avec cette Selbsthass le plus fortement prononcé à l'issue de la, je suis désolé d'utiliser ce terme, Seconde Guerre mondiale. C'est important. Ah, c'est vrai en plus, je suis d'accord. Voilà. Je pense que cela arrive à chaque civilisation au bout de souffle. Vous savez, je n'ai jamais eu un maître en quelque sorte. J'ai étudié l'égyptologie. Je suis devenu le spécialiste des lettres grecques
Pendant plus de 15 ans, j'ai suivi les cours d'Alain Biot, qui m'avait publié dans le bulletin des hellénistes latinistes français à deux reprises. Je suivi les cours de sanskrit et donc par conséquent à l'école pratique d'études à Paris pendant plus de 12 ans. Donc j'ai appris toute la civilisation perse. J'ai étudié dans les shivas. Par conséquent, c'est en hébreu que j'ai appris l'histoire israélienne. Et de toutes ces longues relations, c'est-à-dire j'ai étudié par exemple l'histoire des guerres avec la Perse, vue de l'Égypte, vue de l'Israël, vue de la Perse, vue de la Grèce. C'est une espèce d'expérience éclectique qui vous libère totalement. Aucun, je pense, professeur universitaire n'a fait cela. On est obligé de prendre parti. Eh bien, je reviens à votre question. Chaque fois qu'une civilisation arrive au bout du souffle, elle meurt tout seule et elle suit elle subit en quelque sorte les mêmes symptômes agonants. Par exemple, l'Égypte de l'Agide. Les derniers, lorsque les Macédoniens occupent cette Égypte perse, disons, eh bien, ils sont 200 000 pour 7 millions d'Égyptiens. C'est la race forte. Ils sont puissants. Ce ne sont pas des Grecs, ce sont les Macédoniens. Ils sont issus de ce pays desquels Démosthène disait que la même critique de ce grand démocrate, le Macédoine, c'est un pays tellement obscur qu'on ne trouve même pas un bon esclave. Mais ce sont des barbares hellénisants qui se font éduquer par le suc de philosophie grecque qu'ils payent tout simplement. C'est Euripide qui vient chez le grand-papa d'Alexandre pour Archélaos pour composer ses bacchantes là-bas. C'est Philippe qui invite ses grands collabos Aristote, n'est-ce pas? Eh bien, qui sont les Macédoniens au moment de la mort d'Alexandre le Grand, le 10 juin de 323? Ce sont les barbares hellénisés. Ils vous égorgent si vous vous mettez sur leur chemin. C'est eux qui installent le Ptolémée Sotère en Alexandrie fondée récemment. Et peu à peu, ils s'orientalisent jusqu'à la fin de l'époque hellénistique. Époque hellénistique chez les hellénistes français, puisque c'est en 30 avant notre ère, lorsqu'on assassine donc Césarion, que l'Égypte cesse son existence. Mais il cesse son existence pour quelle raison? Est-ce qu'il y a le même problème que la France subit, que l'Europe occidentale subit actuellement, que l'Amérique du Nord subit actuellement? Est-ce que ce n'est pas le métissage, éventuellement, je pose cette question, je n'affirme rien, qui avait amené l'Égypte de l'Agide lentement, naturellement, à cette décadence de 3 siècles? Est-ce que ce n'est pas cette civilisation alexandrine que Nietzsche avait si bien décrit, lorsque les maîtres qui ont toute puissance et qui ont des centaines, des milliers d'esclaves parlent à ces esclaves de l'égalité
avec eux de la bonté innée du genre humain, puisque effectivement, éventuellement, l'être humain, là, je vais essayer de discuter avec Socrate, ne serait pas bon naturellement. Ou peut-être qu'il y aurait certaines castes humaines, mais dans ce cas, il faudrait peut-être abandonner certaines thèses sur l'égalité des humains. Voilà. Nous fêtons les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme Ah ouais. cette année, qui est peut-être une déclaration qui va tuer la civilisation qui l'a pondue, qui l'a créée. Mais pour rebondir à ce que vous dites, qui est vraiment très intéressant, et je découvre que j'ai à peu près les mêmes analyses sur cette période historique aussi, bien que je sois plus à l'affût de ce qui c'est plutôt l'époque romaine, mais j'ai aussi lu sur ces périodes égyptiennes et de fin de civilisation. L'Union soviétique s'est effondrée. La Russie, et les peuples de l'ex-Union soviétique, mais la Russie notamment, a passé une phase extrêmement difficile et de grande souffrance, morale, économique, physique. Mais aujourd'hui, dans tout le monde occident, si on peut mettre la Russie dans l'Occident, c'est encore une grande question, mais la Russie aujourd'hui revit, elle est la tête sur les épaules, les pieds sur terre, elle travaille, elle jouit du confort qu'amène la modernité et la richesse, mais elle ne semble pas perdre la boussole morale, et au contraire, elle est attaquée justement par cet Occident décadent, alors que, et moi j'en fais partie, de plus en plus d'Occidentaux vont chercher une terre de liberté, et je pèse mon mot, justement en Russie. Et c'est donc un paradoxe, nous avons le même âge, nous avons eu notre enfance face à face à travers le rideau de fer, et aujourd'hui nous nous rendons compte que l'empire du mal est devenu la terre de liberté, et que l'empire du bien est devenu une chose, un machin, pour reprendre l'expression de Gaulle, rempli de bons sentiments, mais en réalité extrêmement faible, tant moralement que matériellement en réalité. Comment voyez-vous l'avenir de cet Occident décadent, et est-ce que vous voyez éventuellement, à votre avis, pour quand vous voyez cet effondrement, et quels en sont les symptômes les plus flagrants pour vous? Quels sont les symptômes les plus flagrants? Je pense que ces symptômes ne sont nullement différents. Je vais répondre comme professeur, c'est-à-dire quelqu'un qui improvise sur le sujet assez profond. Vous savez, il y a un film italien que vous pouvez naturellement regarder, c'est un chef-d'œuvre du cinéma italien qui fait par Fellini dans les années 70 après le Satyricon de Petrone, avec un petit changement naturellement, et là ça va nous répondre en partie à ma question. En 70, on ne peut pas encore montrer ce que montre Petrone dans Satyricon libre, à savoir le mariage des enfants de bas âge. Donc Fellini efface le mariage d'enfants et il le remplace par le mariage gay, proclamé sur un bateau et célébré par une prêtresse femme. C'est la Naveva, le film. Ou c'est Satyricon? Satyricon, oui. Je l'ai vu il y a longtemps, mais je l'ai vu. Ouais, donc, si vous, comme moi, si vous avez fait les cours d'italien, puisque j'étais tellement accusé d'être fasciste, que je me suis dit, fasciste ne peut pas être quelqu'un qui ne parle pas italien. Et bien, lorsque et on ne peut pas être fasciste et de droite. Voilà. Donc, ça, c'est une boutade. Mais lorsque j'ai enseigné à l'université de Nice, je prenais le cours d'italien. Adesso parlo italiano. Bene, la prossima volta la facciamo in italiano. Grazie. C'est la mort
du monde occidental que montre Petrone dans son livre. C'est la fin que nous montre Fellini. Qu'est-ce que c'est? C'est la décadence morale. Mais ce que nous ne montre pas le livre de Petrone, ce que ne nous montre pas le film de Fellini, c'est qu'est-ce qui se passe après le roman. Et oui. Et on est au 1er siècle donc de l'ère chrétienne. Arrive de barbares, plusieurs vagues. Plusieurs de ces barbares, et je ne fais aucune remarque à propos de notre monde contemporain, sont déjà citoyens romains. Le culte de divinités romaines qui ont fondé les républiques d'abord n'est plus respecté. On accepte des divinités étrangères apportées non pas par des personnalités barbares, mais par des communautés barbares qui s'implantent en tant que puissance religieuse et qui, souvenons-nous, sont bientôt majorité dans les légions. À une certaine époque, c'est Mitra qui est le premier dieu respecté par les légionnaires. Je ne fais aucune comparaison naturellement avec ces appels des officiers de l'armée française qui annoncent que lors de certains conflits, peut-être qu'on ne se battra pas contre des ennemis de la République française. Je ne suis pas républicain, donc je ne souffrirai pas de cela. Voilà. Seulement, et bien par la suite, si on avance dans l'histoire romaine que vous connaissez, la suite du roman de Petrone ou du film de Fellini, que se passe-t-il? Il arrive d'autres religions, comme disait Nietzsche, le Judée bat Rome et certaines lois commencent à Rome, commencent par interdire la critique de nouvelles populations, donc Rome occidentale. Je ne vous parle pas de Constantinople. Fait l'autocensure de sa propre divinité, de sa propre naissance qui avait bâti tout ce qu'elle est. Voilà, je pense que j'ai répondu à propos de Dark Age que nous pouvons connaître tout simplement en étudiant ce qui se passe après la chute de Rome. Alors on dit, il y a cette phrase qui est un mime aujourd'hui sur Internet qui circule, qui dit que les périodes confortables créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des périodes de chaos, le chaos crée des hommes forts, et que ce sont les hommes forts qui créent des périodes confortables. Et c'est un cycle que l'on retrouve lors de l'effondrement de la dynastie juste après Ramsès II avec l'arrivée des peuples de la mer en Égypte. C'est un effondrement que l'on retrouve, j'imagine bien même encore avant, avec l'effondrement des civilisations de l'Indus, mais on peut le plus proche de nous, effectivement Rome. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je discutais avec Éric Zemmour à Paris sur son dernier livre, qui est très intéressant, et sa thèse, et je crois qu'il a touché quelque chose de très juste, c'est qu'en fait, l'effondrement de l'Occident arrive avec la Renaissance. C'est-à-dire que le monde chrétien, il commence au 1er siècle, finalement,
et il prend le contrôle de Rome. Et il commence à être en déclin à la Renaissance, puisque la Renaissance, c'est une forme de retour à une forme d'antiquité, et finalement de revenir à une forme européenne de croyance, d'art, de science, qui nous a amené à dominer le monde. En tout cas, et même la Russie a eu avec Pierre le Grand et Catherine cette émulation par l'Europe. Mais aujourd'hui, visiblement, on est à mi-chemin. Comme Nietzsche disait, on a tué Dieu. C'était presque, à mon avis, c'est plus un avertissement d'ailleurs. C'était attention, vous allez voir ce que vous allez avoir à la place, c'est-à-dire le vide. Et ce vide, c'est 100 millions de morts ou 200 millions de morts au XXe siècle, si on compte le communisme avec, et il faudrait le compter. Mais après nous avons la civilisation thermo-industrielle avec le charbon, le pétrole, qui nous a fait continuer, malgré un vide spirituel et moral, nous a rempli de biens matériels. Mais aujourd'hui, cette civilisation arrive à son terme probable, on n'est pas certain, mais moi je pense qu'on arrive à un moment de crise, en tout cas de cette civilisation thermo-industrielle. Et là, nous allons avoir une crise sans morale. En tout cas, pas pour l'Occident. D'autres civilisations, si on peut les appeler civilisations, en tout cas, elles n'ont pas beaucoup d'atouts, mais elles ont une morale. Je pense à l'islam, par exemple, qui n'est pas une civilisation dans le sens où c'est pas uniforme, mais enfin qui a une morale puissante, qui a aussi ses problèmes, évidemment, puisque ce sont des peuples nomades et parasites, pas forcément intrinsèquement, mais la culture qu'ils véhiculent l'est. Et oui, c'est moi qui vais vous attirer des ennuis. Et en revanche, nous avons l'Asie qui, elle, semble être dans un autre paradigme qui n'a rien à voir avec les Européens. Et nous autres Européens, si on parle aujourd'hui de retour à des modes de pensée spirituels ancestraux qui sont ceux des Indo-Européens à la base, si on prend une indo-européanisme, aujourd'hui ça fait rigoler parce que des gens qui penseraient comme ça, il y en a quelques milliers. Ce n'est pas du tout dominant, c'est même pas anecdotique, c'est vraiment infime. Et pourtant, l'être humain a besoin de structures spirituelles, de structures mentales, de structures religieuses pour bâtir une civilisation. Et donc là, nous sommes face à un vide, ou alors est-ce qu'il y a des graines qui vont germer dans l'avenir? Et ça, c'est votre avis, mais très intéressant là-dessus. Je dois tout de suite le remarquer que mon corréligionnaire, M. Zemmour, a pompé cette idée sur la renaissance, signe de décadence, période de décadence avec tous ces symptômes, chez Nietzsche, effectivement. Vous avez effectivement la même pensée, je ne sais pas, chez Charles Maurras, oui. Notamment dans la préface de son Antinée, où il proclame quelque chose comme ce que les périodes aristocratiques ont durement produit, les démocraties ont brûlé dans le grand feu de joie, etc. Vous le trouverez dans la préface de son Antinée, publié à Paris, me semble-t-il, en 1912. Donc, effectivement, rien de neuf sous le soleil de Mitra, mais effectivement, je suis tout à fait partisan de ce retour à des religions ancestrales. Autrement dit, je le suis par mon évolution personnelle. Lorsque je suis arrivé en France, en Occident, j'étais juif. Puis, je ne suis pas venu pour rejoindre une communauté, comme on dit, mais pour m'intégrer à un projet civilisationnel qui était le mien, mais qui n'était plus le projet civilisationnel occidental. Et c'est pour cela que je suis banni par l'université française, c'est pour cela que l'ancien président de Paris 4, où j'ai enseigné, m'a fait procès, et que c'était Molinier. Voilà. Et donc,
Je serais d'ailleurs vraiment ravi de le raconter dans un ouvrage, mais les éditeurs français me sont fermés jusqu'à présent. Voilà. Alors, je suis passé au catholicisme. Me semble-t-il fut assez logique comme démarche. Au catholicisme, pas conseillère Vatican II, mais au catholicisme traditionnel. Quoi d'autre? Voilà, à cette occasion, ça m'a permis de faire le cours de latin. Et puis, peu à peu, je sentis l'âme du catholicisme occidental. Et je me suis éloigné de cette pratique pour rejoindre de religions indo-européennes. Aucun sionisme, comprenez-moi, chez cet ancien juif Anatoly Livry, mais si un certain Israël a su bâtir un État sur les bases d'un mythe, d'un livre assez étrange, ne soyons pas révisionnistes ici, pourquoi les Indo-Européens de l'Ouest, je n'utilise pas le terme arien puisqu'en Russie on le conteste actuellement, plusieurs anthropologues et un des préfaciers de mon roman que je n'arrive toujours pas à publier, qui est anthropologue de Harvard, persiste sur le fait que c'est des Slaves qui seraient des Ariens et les Occidentaux, des Germains, des Celtes, des Latins ne le seront pas. Donc je laisse cette querelle, voilà. Mais néanmoins, les mythologies anciennes existent. Personnellement, je suis tellement passionné par ce sujet que j'ai appris le suédois. Et puis en suédois, j'ai appris... Vous parlez combien de langues au total? 15? Je parle le suédois très mal. Et puis en suédois, j'ai suivi le cours délivré en suédois à l'université de Uppsala sur le norrois et les civilisations nordiques anciennes. Donc c'est quelque chose par quoi je suis passionné et je pense que si les Occidentaux, au moins ce qui en reste, puisqu'on vous métisse extrêmement vite, on vous pousse au métissage, on nous incite au métissage, eh bien, si vous retrouvez en vous une force certaine de revenir à des religions et à des pratiques ancestrales qui ne sont pas tellement vieilles. Il y a seulement quelques centaines d'années, disons, puisque bon, la France de Clovis, que apprécie peut-être M. Zemmour, le roi Chlodwig Clovis, effectivement, il se convertit. Ses ancêtres ont continué quand même pendant pas mal de générations de pratiquer les coutumes germaniques et le droit de succession germanique lorsqu'il fallait massacrer les petits-neveux pour transmettre effectivement le couronne à ses enfants directs. Voilà. Donc... Mais alors, c'est là où je dois faire ma question avocat de Shaitan. Cette fois, c'est que ce métissage de l'Europe occidentale, parce qu'en Europe de l'Est, ce n'est pas du tout le cas, et d'ailleurs très peu aussi en Europe du Sud, mais ce métissage des peuples britanniques, anglo-saxons, donc des peuples français, des peuples de plus en plus allemands et un peu hollandais aussi, avec la force africaine et la structure, peut-être pas organisationnelle, mais cette structure spirituelle de l'islam,
est-ce que ça peut pas créer on va essayer de pas rire, mais est-ce que ça va pas créer une civilisation extraordinaire? On entend, on se voit dans les droites, dans certains courants de la droite nationale. Hein. Effectivement, j'ai entendu même parler des racialistes blancs en Scandinavie, quelque part à Kiruna, c'est-à-dire au-delà du cercle polaire en Suède, qui disaient notre Occident chrétien est mort. Eh bien, nous allons rester blancs et nous allons accepter l'islam, c'est-à-dire on va se débarrasser ainsi du féminisme et de déviation sexuelle. Et là, sous la bannière d'islam, l'homme blanc de la fin du XXIe siècle pourra manifester toute sa puissance. Naturellement, c'est exactement ce que... Il y a une certaine logique. C'est exactement ce que je retrouve en tant que philosophe, cette pensée de Nietzsche qui classe l'islam parmi des religions masculines et le christianisme comme une certaine féminité. C'est effectivement ces amusements qu'il a commencé encore une fois à la naissance de tragédie lorsque la logique apollinienne était masculine, le dionysisme représentait une certaine féminité. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on va le permettre tout simplement. Je ne pense pas parce que ce qu'on souhaite, c'est tout simplement le brassage d'ethnie. Et je pense qu'on n'arrivera pas à le faire. C'est-à-dire que dans chaque empire, et l'Occident, droit de l'homiste, est un empire qui a une religion du vide, du nihilisme. Eh bien, on souhaite tout simplement le métissage. On ne souhaite pas une religion forte. C'est pour ça que toute forme d'un islam, quel qu'il soit, sunnite ou chiite, emporté par exemple en France, on le brise. On essaie de le faire entrer dans le giron de la Ve République avec une gamelle, n'est-ce pas? Ce qu'on veut, surtout avec les dernières réformes, les dernières tendances françaises, c'est extrêmement intéressant d'examiner ici en Suisse romande, où on se trouve actuellement. On veut ramollir tout. On veut le magma. Mais malheureusement, les dirigeants français sont fabriqués par l'université française. Ils méconnaissent l'histoire. Encore une fois, c'est monsieur le président actuel français qui nous a parlé du grand maréchal de la Première Guerre mondiale, dont serait monsieur Philippe Pétain. Quel crétin, c'est monsieur Macron. Monsieur Pétain n'a jamais été un maréchal durant la Première Guerre mondiale, puisqu'il est devenu maréchal le 21 novembre 1918. Et voilà. Il faudrait un peu connaître son histoire. Il a aussi dit qu'il n'y avait pas de culture française. Ouais, bon, ça... C'est quand même assez énorme. Pour le futur. Mais on a voté pour lui, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, ce que se passe sur le plan anthropologique, effectivement, des vieilles races, et j'utilise le terme race dans le sens antique français, de la langue française. Les vieilles races invitent constamment des peuples jeunes. Puis, il arrive le métissage, mais par la suite, des peuples jeunes reprennent la place, commettent toujours ce remplacement. Et une fois pris cette puissance, ils ne se mélangent plus avec des races faibles.
Ouais. Il y a tout simplement, ils exterminent ce qu'ont fait les Germains à En Rome. Effectivement, il y a ce beau tableau de 1854, me semble-t-il, qu'on trouve au musée d'Orsay de Thomas Couture, Rome sous la décadence. Eh bien, si vous allez au musée d'Orsay, on offre toujours les jours gratuits, je sais qu'actuellement en France, il n'y a pas beaucoup d'argent, eh bien, vous voyez ce tableau gigantesque, eh bien, vous allez voir, c'est aussi en quelque sorte la fin de cet Iricon. Voilà, il y a les perversités sexuelles, il y a les débauches, il y a la mollesse. Et il y a quelques personnes qui se trouvent de côté, à gauche et à droite, comme en France, et qui le contemplent. D'ailleurs, c'est très drôle qu'à droite, dans ce tableau, il y a les personnages extrêmement vigoureux, et à gauche, il y a un garçon tout à fait mélancolique, prêt à être égorgé. Voilà, mais on se pose toujours la question, qu'est-ce qui attend ces romans sous la décadence? Est-ce que des barbares qui ont envahi Rome, est-ce qu'ils se sont acceptés au bout de quelque temps de se mélanger avec eux? Ou tout simplement qu'ils ont tout simplement les avaient poussés, exterminés? Il faut aussi, il y a une thèse qu'il faudrait que je creuse au niveau génétique, qui est celle de montrer que Rome, donc l'Empire romain occidental, était au 4e et 5e siècle de plus en plus, et surtout dans les grandes villes, donc Rome essentiellement, mais était essentiellement orientalisé. Bah oui. C'est-à-dire qu'il y avait une population qu'on appelait à l'époque syrienne et égyptienne, qui était bien sûr correspondait pas à ce qu'on a aujourd'hui en Syrie et surtout en Égypte. Il y avait peu de ce qu'on appelle des Arabes aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était des Levantins, c'est-à-dire beaucoup de Grecs, beaucoup de gens qui étaient sémites ou perses ou d'Afrique du Nord. Il y a eu des empereurs d'Afrique du Nord. Et donc, il y avait un multiculturalisme et certainement un multi-ethnicisme. Alors, en a-t-il été l'une des causes du déclin et l'une des causes de la mollesse? Difficile à le dire avec précision à 2000 ans presque 2000 ans de distance, mais certainement que l'esprit combatif des Romains, qu'il faut comparer à des Allemands, parce que ils ne ressemblaient pas aux Italiens d'aujourd'hui. C'était des gens beaucoup plus beaucoup plus carrés, beaucoup plus combatifs de l'époque de la République. Le légionnaire de César ou d'Auguste, ou même encore de Marc-Antoine, c'était un citoyen romain qui se battait, qui était discipliné, qui traversait les montagnes en sandales. Enfin, c'était des gens très comme les Macédoniens. Et c'était des gens durs, ce n'étaient pas des décadents encore. Donc les parallèles avec notre société d'aujourd'hui, elles ont leurs limites toutefois, parce que nous avons aujourd'hui un monde qui est à la fois multiculturel, mais multi-spirituel, dans le sens où il y a, par exemple, si je prends les États-Unis ou même en Europe, il y a dans des pays décadents des poches, des îlots de personnes, d'individus qui sont restés combatifs et résistants dans le sens étymologique, dans le sens résilient de la chose. Aujourd'hui, ils ne sont pas bien vus, ils ne sont pas estimés par l'ambiance locale, dans la société, ils sont plutôt rabaissés. Pourtant, ce sont eux qui ont les chances de s'en sortir et éventuellement de tirer avec eux une partie de la population. Est-ce que dans ce cadre-là, vous avez entendu parler du survivalisme? Comment vous situez cette mouvance, cet état d'esprit ou cette manière de vivre? Je fais tout de suite une parenthèse. Je ne peux pas n'y pas agir, effectivement. Rome, à la fin de son existence, effectivement, attirait les populations orientales. Il y avait d'authentiques
HLM, peut-on dire, qui peuplait les grandes villes de l'Empire de l'Occident. C'est pour ça que il y a ce parallèle avec la France actuelle. Le monde purement roman se situait à la campagne, dans les villas où les gens, encore une fois, à cette époque, il n'y avait pas besoin d'essence pour les voitures, ils quittaient pour se retrouver les grandes villes, pour se retrouver parmi les siens, tout simplement, et entourés d'esclaves fidèles. Notamment chez Pétrone, on trouve cette famille de patriciens entourée d'esclaves, souvent d'Afrique. Fellini avait trouvé dans le film pour les représenter, effectivement, mais qui se donnent la mort, puisqu'ils savent que le pouvoir terroriste suppose un héros, les gendarmes qui vont venir les chasser. Donc ce qu'ils font, y compris leurs enfants patriciens, blancs, aux yeux bleus, Fellini fait attention aux esclaves, et il les envoie. Et par la suite, effectivement, ce qui se passe dans cette villa vide, c'est les deux sodomites qui arrivent avec leurs gitone et commencent leurs ébats avec une mulâtresse, me semble-t-il, ce que fait Fellini. Donc, vous avez effectivement des parallèles dans ce monde. Le survivalisme, effectivement, on peut le trouver à la fin de chaque empire. Les gens se vont dans ses poches, comme vous le dites. Je me souviens à la fin de l'Union soviétique, l'unique endroit où on pouvait tout simplement avoir une nourriture décente, c'était ces anciens kolkhozes qui existaient officiellement, mais des gens de ville allaient là-bas tout simplement pour pouvoir se nourrir. Lorsqu'on est jeune à cette époque, ça vous structure et ça vous éduque, puisque la propagande soviétique, pendant laquelle il n'y avait pas d'Internet, effectivement, fabriquait des jeunes qui, Nabokov les appelait des automates. Pire encore ce qu'on voit en Occident. On fabriquera ici peut-être des gens semblables dans 20-30 ans, c'est-à-dire des personnes qui naissent et qui suivent une idéologie et où il ne faut même pas la 17e chambre correctionnelle, c'est les parents qui le font, vous comprenez? Les maîtres d'école n'ont pas besoin de cela. Voilà. Et lorsque vous avez vu, entre parenthèses, je dois dire qu'un de mes professeurs du marxisme-léninisme était Lazar Kaganovich, l'ancien compagnon de Staline, qui était l'ami de mon grand-père. Voilà. Kaganovich était mort en Russie déjà après mon départ de l'Union soviétique. Donc je connais aussi cette phase de monstres avec des bras ensanglantés. Et lorsque vous voyez un tel système choix devant vos yeux, ce système soviétique était mort déjà lorsque j'étais à Paris. Mais toute son agonie se passait devant mes yeux. Eh bien, on ne peut plus vous manipuler. C'est peut-être pour cela qu'on me déteste moins dans l'université française. Sans doute. Voilà. Eh bien, on se prépare. C'est tout simplement, je ne peux pas parler des autres personnes, je ne suis peut-être pas un spécialiste du survivalisme tel que vous êtes, mais vous savez que chez nous en Suisse, dans chaque appartement construit avant 2006, il y a une auberge atomique. Donc,
certains de mes amis l'utilisent pour jouer à la guitare électrique la nuit. Les enfants peuvent dormir à 3 mètres de l'autre côté de la porte cloisonnée, les autres l'utilisent pour mettre une cave à vin. Voilà, donc on peut tout simplement stocker les médicaments, quelques boîtes de conserve et quelques armes acquises naturellement tout à fait également et les armes avec lesquelles on peut s'exercer au tir avec les officiers de l'armée helvétique de façon tout à fait légale également. Et par la suite, on les ramène chez nous et c'est bien de les avoir dans le coffre-fort à la maison. Tout à fait. À Atelier Livry, je vous remercie. On aura l'occasion de refaire ceci pour discuter de comment nous allons reconstruire une civilisation après l'effondrement une autre fois. Est-ce que vous avez un site ou internet, un endroit où les gens qui nous écoutent peuvent aller en savoir plus, peut-être lire certains de vos livres ou certainement en apprendre plus sur vous? Il y a quelques sites internet qui sont faits, il suffit de taper Anatolie avec un Y, Livry avec un Y en Google et vous tombez sur le recueil de certains de mes travaux scientifiques, littéraires que j'ai écrits en français, russe, allemand, anglais. Les éditeurs, les grands éditeurs parisiens scientifiques, tels que par exemple Hermann, où j'ai publié ma thèse de doctorat, ou les autres, m'ont fermé la porte, naturellement, puisqu'on les avait visités, mes chers ex-collègues du Conseil national des universités françaises, le CNU, qui a été fondé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale par certains déserteurs français réunis de Kremlin et leur maître en éducation. Et donc, vous trouvez, me semble-t-il, 15 de mes livres russes et 2 de mes livres français sur Amazon. Actuellement, je dois publier un roman en France, un roman Chouane, qui devrait, selon les promesses de l'éditeur, qui devrait paraître dans les semaines qui viennent. Formidable. Eh bien, merci beaucoup et on le refera quelque part en Suisse centrale ou ailleurs. D'accord, vous à serez très bientôt. le bienvenu chez moi dans Altdorf, dans le canton de Uri.